Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de 4e. Donc il s'agit du dernier cours sur le chapitre 6. On va s'intéresser au fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur chez la femme. C'est-à-dire que vous avez... les filles le savent très bien, forcément, on va avoir des événements qui vont se passer environ une fois par mois. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Premièrement, moi, mon point de départ, c'est celui-ci. Ici, vous voyez qu'on a un ovaire qui est en train de libérer un ovule. Et ça se passe une fois par mois. Soit c'est l'ovaire gauche qui va libérer un ovule, soit c'est l'ovaire droite qui va en libérer un. Généralement, ça se passe comme ça. De temps en temps, c'est possible qu'il y ait les deux en même temps, mais généralement, on a un fonctionnement qui est en mode alternatif, gauche ou droite. Alors, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment se passe un cycle chez la femme. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a un fonctionnement cyclique. Donc on est sur la dernière partie, et on y va. Alors, grand 4, l'activité cyclique de l'appareil reproducteur chez la femme, avec une définition hyper importante, c'est ce qu'on a vu au tout début avec la photo que je vous ai montrée. La libération d'un ovule par l'ovaire, ça se déroule au 14e jour du cycle ovarien, et au niveau d'un des deux ovaires. Et je commence par quelque chose qui arrive cycliquement et qui peut se percevoir, c'est les règles. Donc les règles chez les filles, on va essayer de comprendre à quoi cela est dû. Et pour cela, je vous propose de faire des exercices de calcul de taille réelle de ce qu'on appelle l'endomètre, qu'on avait déjà vu au cours précédent. L'endomètre, je rappelle qu'il s'agit de la partie la plus superficielle de l'utérus, donc c'est la partie qui va tapisser l'intérieur de l'utérus. Alors, dans un premier temps, vous avez une photo qui vous montre un utérus juste avant les règles, et après vous avez une autre photo qui vous montre l'état d'un utérus juste après les règles. Donc il va falloir me calculer l'épaisseur de cet endomètre, donc c'est-à-dire le trait rouge. Et après, par déduction, après avoir fait ces calculs-là, je vous demanderai ce qui se passe pendant les règles. Allez, c'est parti, au travail. Bien. Alors on va commencer avec la première image. Je vous demande de mesurer l'épaisseur de l'endomètre, donc on va mesurer l'épaisseur de l'endomètre, le trait rouge, on prend sa règle, on regarde combien ça fait, et vous avez dû remarquer que ça fait presque 4 cm, on a 3,9 cm. Ensuite, la longueur de la barre d'échelle. On mesure ça, vous avez dû obtenir 1 cm. Ensuite, enfin, la taille réelle de la barre d'échelle, on recopie le nombre qui est ici, ça fait 3 mm, donc de 0,3 cm. Si vous faites le calcul, vous faites 3,1 cm divisé par 1 cm. Et le tout, vous allez le multiplier par 0,3 cm et vous allez obtenir ceci, c'est-à-dire 1,17 cm. Donc ça veut dire que juste avant les règles, dans ce cas-là, l'endomètre va mesurer en épaisseur 1,17 cm. Maintenant, on va passer à juste après les règles. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat ? Pareil, on fait la même chose, on mesure l'épaisseur de l'endomètre, le trait rouge, on mesure et on obtient 2,7 cm. Ensuite, on regarde la longueur de la barre d'échelle, la longueur est un poil différente, on est à 1,1 cm. La taille réelle de la barre d'échelle, elle est toujours de 3 mm, là il n'y a pas de changement, aucun problème, on est à 0,3 cm. Donc ce que je vais faire un calcul où je vais faire 2,7 cm divisé par 1,1 cm, et le tout je vais le multiplier par 0,3 cm. Donc on va avoir un résultat, donc la division ici ça va faire 2,45, le tout fois 0,3 ça va faire 0,73 cm. Donc rappelez-vous, avant c'était, si je dis pas de bêtises, je reviens en arrière, c'était 1,17 cm. Si je compare avec la valeur que j'ai ici, 1,17 cm, je compare avec 0,73 cm, on a une différence qui est très significative. On a presque un demi-centimètre d'écart, c'est énorme. Donc autant vous dire par déduction que se passe-t-il pendant les règles, vu qu'on a vu que l'épaisseur était bien plus importante avant les règles que après les règles, donc on en déduit que quand on passe de la gauche à la droite, on va perdre
de l'épaisseur d'endomètre, ce qui veut dire que la petite partie qui paraît un peu plus fine ici, là, dans ces épaisseurs-là, elle va se détruire en quelque sorte, et donc c'est cette partie-là qui est très vascularisée. Si ça se détruit, ça va donc ensuite être évacué, et vu qu'on a détruit des zones, des tissus qui sont très vascularisés, donc en gros on va évacuer une grande partie de sang. Donc c'est pour ça qu'au moment des règles, on va avoir un écoulement de sang qui va se faire depuis l'utérus. Ensuite, activité 8, le cycle chez la femme, et on va s'intéresser justement à comment est-ce que ce cycle se passe au fur et à mesure. Donc je présente pour commencer le document. Déjà, il faut savoir que tous les graphiques que vous voyez, tous les dessins que vous voyez, ils sont faits sur un intervalle de temps qui dure 28 jours. C'est-à-dire que quand on est à gauche, on est à 28 jours, et quand on est à droite, quand on est à gauche, on est au premier jour du cycle, donc on part de 0, et à droite, on est au 28e jour. Alors, pour commencer, on va avoir ces courbes-là. Ces courbes-là, ce sont des courbes qui montrent les mesures de différentes hormones. Les hormones, ce sont des molécules qui circulent dans le sang et qui permettent à deux organes de communiquer ensemble. Donc ici, on a des hormones qui sont fabriquées par une partie du cerveau qui s'appelle l'hypophyse, et cette partie du cerveau va envoyer deux types de molécules différentes, deux types d'hormones, de l'ALH et de la FSH. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, parce que ça va vous mélanger plus qu'autre chose. On fait simple, donc de l'ALH et la FSH. Ensuite, en dessous, vous avez deux hormones qui sont fabriquées par les ovaires au cours du cycle, et vous voyez pareil qu'on va avoir une quantité de ces hormones qui va être fabriquée, qui va varier au cours du cycle. Donc là on est au début du cycle, là on est à la fin du cycle, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Ensuite, vous avez des schémas qui vous représentent l'état d'avancement de la maturation de ces fameux follicules qu'on avait vus au cours précédent. Donc rappelez-vous, dans les ovaires, on va avoir des ovaires qui vont se faire un petit peu la guéguerre pour savoir qui va être le premier à atteindre le stade le plus mûr en termes de follicules. Et en gros, c'est le premier qui a gagné qui sera libéré. Donc là, vous avez différents stades qui sont montrés. En gros, pour faire simple, c'est plus la cavité blanche, donc qui est remplie de liquide, est grande, plus ça veut dire qu'on est évolué dans la maturation. Là, on a l'ovulation, on a la libération de l'ovule, et ensuite on a le reste, c'est-à-dire le follicule, une fois qu'il a perdu son ovule, qu'est-ce qu'il devient? On dit que ça devient un corps jaune. Ensuite, ici, vous avez l'épaisseur de l'endomètre, avec des indications qui sont données. Au fur et à mesure du cycle, on voit bien que l'épaisseur de l'endomètre, comme on vient de le voir avec l'exercice précédent, l'épaisseur de l'endomètre qui va varier. Alors, je vais vous expliquer, notamment, je crois que c'est la deuxième question, je vais vous la reformuler. Donc, la première question, c'est quel est le signe évident qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de commencer? Ensuite, deuxième question, au bout de combien de jours l'ovaire expulse-t-il son ovule? En gros, c'est à quel jour se passe l'ovulation. C'est juste ça. Ensuite, autre question, c'est quelle hormone a un pic en même temps que l'ovulation? Et donc par déduction, quelle hormone, si elle est très très importante à un moment en même temps que l'ovulation, donc ça veut dire quelle est l'hormone qui semble déclencher l'ovulation, qui semble provoquer l'ovulation. Ensuite, dernière question qui se fait en 3 parties. Comment évolue l'épaisseur de l'endomètre après l'ovulation? Quelle est l'hormone qui est en grande quantité après l'ovulation? Et donc, quelle est l'hormone qui semble modifier, qui semble agir l'endomètre? Qui semble agir sur l'endomètre, pardon. Donc, c'est parti au travail. Vous me répondez à ces questions. C'est de l'étude de graphique, c'est tout simple. Allez, c'est parti. Je pense qu'en 10 minutes, vous pouvez le faire. À vous de jouer. Allez, c'est parti. On commence par le signe évident d'un début de cycle. Eh bien, c'est tout bête. Il suffit de prendre cette partie-là. On a les règles. C'est la seule partie où vraiment on a quelque chose qui bouge au cours du cycle. Et il y a un truc qui est visible, qui est perceptible. C'est effectivement cet écoulement de sang qui se fait par la destruction de l'endomètre, par la dégradation de l'endomètre, avec les règles qui vont apparaître. Et ça dure
grosso modo une semaine. Donc c'est entre 5 et voire 8 jours. Voilà, on est dans cette fourchette-là. Ensuite, on continue. Au bout de combien de jours est-ce qu'on a une ovulation? Vous regardez ce document et vous remarquerez qu'on a l'ovulation à ce moment-là. Et comme je ne fais pas les choses pour rien, vous avez remarqué que on a un trait qui correspond à l'ovulation, et si on descend le long de ce trait et qu'on va tout en bas, on se rend compte que ça tombe sur le 14e jour. Donc l'ovulation se passe au 14e jour. Autre question, quelle hormone a un pic en même temps que l'ovulation? Et quelle hormone semble donc déclencher l'ovulation? Alors on reprend, on avait l'ovulation qui se passait au 14e jour, on regarde le trait, et la question c'est est-ce que j'ai une courbe d'hormones qui va monter en même temps que ce fameux trait que je viens d'entourer en rouge? C'est pas le stradiol, c'est pas la progestérone, celui qui paraît évident, c'est la LH. Donc ça veut dire qu'on a le cerveau qui va fabriquer beaucoup de LH à un moment donné du cycle, et c'est cette forte quantité de LH qui semble déclencher l'ovulation d'un des follicules. Donc, quelle hormone semble déclencher l'ovulation? C'est la LH. Maintenant, comment évolue l'épaisseur de l'endomètre après l'ovulation? Donc là, vous voyez, on a l'ovulation qui correspond au 14e jour. Après l'ovulation, ça correspond à ça. Donc, on regarde ce qui se passe ici. Après l'ovulation, au début, on a une certaine épaisseur. À la fin, on a une autre épaisseur. Et on voit très bien qu'on a une épaisseur qui est bien plus importante à la fin. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, l'endomètre devient de plus en plus épais. Donc on peut dire que l'endomètre est de plus en plus épais. Quelle hormone est en grande quantité après l'ovulation? Je prends du recul, je regarde dans cette partie-là, et notamment dans ces deux tableaux-là. Je regarde ici. La LH, le pic est déjà passé, j'en ai pas beaucoup. La FSH, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Le stradiol, il y en a beaucoup, surtout avant l'ovulation, donc ça compte pas. Ce qui veut dire que finalement, la seule hormone qui est en quantité très importante après l'ovulation, c'est la progestérone. Donc c'est la progestérone qui est très présente après l'ovulation. Ma dernière question, quelle hormone semble agir sur l'endomètre? Étant donné que la seule hormone qui est en grande quantité sur l'endomètre après l'ovulation, c'est la progestérone, j'en déduis que c'est la progestérone qui permet d'épaissir l'endomètre. On fait un résumé sur le cycle. Ici, vous avez une représentation spiralaire justement de ces cycles. C'est-à-dire qu'on va commencer au premier jour, et le premier jour, on va le décréter par la présence des règles. Donc on va avoir des règles pendant un certain nombre de jours, grosso modo une semaine, et après, quand on poursuit à partir du premier jour des règles, on va continuer jusqu'au 14e jour où vous allez avoir l'ovulation. Alors, pendant la période des règles, donc vous allez avoir l'endomètre qui va disparaître. Ensuite, on va avoir l'ovulation qui va se faire au 14e jour, c'est-à-dire ceci. Et si on n'a pas d'événement, pas de fécondation qui se fait, à la fin du cycle, on va reprendre de nouveau un nouveau cycle avec des nouvelles règles qui vont apparaître après le 28e jour. Voilà. Ce qui veut dire, pour faire simple, si jamais on n'a pas de règles qui apparaissent au début du cycle suivant, quand chez une femme où les cycles sont bien établis et qu'il n'y a aucun traitement qui est pris qui peut bloquer les règles, ça veut dire que s'il n'y a pas de règles qui apparaissent, ça veut dire qu'il y a peut-être une gestation qui est en cours et que donc la femme est enceinte. Alors maintenant, donc on a le bilan qui est là. À chaque cycle, un des ovaires va libérer une cellule reproductrice au 14e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un pic de LH. C'est l'ovulation. À chaque cycle, on va voir l'endomètre qui va s'épaissir sous l'effet de la libération parce que les corps jaunes sécrètent de la progestérone. Et donc les corps jaunes, ça correspond aux follicules qui ont expulsé leur ovule. Et après, il y a une partie de cet endomètre qui va être éliminée lors de la chute de cette concentration de progestérone. Si on n'a plus de fabrication de progestérone, l'endomètre ne peut plus tenir et il va donc se détériorer et repartir sous forme de règles. On a donc deux définitions à retenir
de tout ça. Les règles, c'est l'écoulement périodique de sang qui provient de l'élimination de la couche superficielle de la paroi utérine, donc de l'endomètre. Et la ménopause, ça correspond au moment où ce cycle va s'arrêter. On n'aura plus de règles qui vont apparaître, on n'aura plus d'ovulation, on va avoir une cessation d'activité des ovaires et donc par ricochet, on n'aura plus l'endomètre qui va s'épaissir puis se détériorer et ainsi de suite. Alors, petite parenthèse avec des jolies photos que je voulais vous montrer, avec ici un ovaire dans lequel on voit qu'il y a un élément qui est en train de sortir. Il s'agit en fait d'une ovulation qui est en train de se faire. Sur la photo suivante, donc toujours vue en microscope électronique à balayage, qui permet de voir des jolis reliefs, là vous voyez donc clairement l'ovule qui est en train de sortir de l'ovaire. Le truc, c'est que ces ovules, on est d'accord, il n'y a pas de flagelle, ça ne peut pas se déplacer. Et bien pourtant, c'est capable de se promener dans les trompes utérines. La raison est la suivante, c'est que dans les trompes utérines, on va avoir plein de petits cils qui vont bouger et qui vont pouvoir transporter l'ovule qui est là. En gros, si vous voulez une analogie, c'est un petit peu comme dans les concerts. Quand vous avez un artiste qui va sauter sur son public et que son public a les bras en l'air pour le porter, après ils vont pouvoir le déplacer, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir l'ovule qui va sauter sur son public qui en fait sont les cils, et une fois que les cils bougent, on va avoir les ovules qui vont donc se déplacer jusqu'à arriver au niveau de l'utérus. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Surtout, continuez bien à travailler, à être sérieux. Là, vous êtes en autonomie, donc c'est à vous de jouer. C'est vous qui êtes responsable de votre scolarité. Donc, travaillez bien, sérieusement. On fera, donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre. On va voir la suite donc de ces histoires. On va vraiment essayer de voir comment se passe la reproduction chez l'homme et la femme. Donc, continuez à bien travailler. On poursuit ainsi. Et puis je vous souhaite surtout un bon courage pendant ce confinement. Prenez soin de vous. À tout bientôt.